Nous allons vous présenter les méthodes d'évaluation des collections, études comparatives et tests que nous menons dans le cadre du programme EPICO. Donc en premier, nous allons détailler le programme, puis les méthodes d'évaluation des collections que nous avons retenues. Pour les tester, donc les 4 sur 3 sites, nous allons détailler tout ça. Vous présenter les résultats des tests et l'évaluation des méthodes d'évaluation avant de faire les conclusions. Alors, à propos du programme EPICO, c'est un programme qui est né de notre travail en régie des œuvres et de notre constat qu'en fait, bien souvent, nous faisons des actions de conservation préventive au coup par coup, souvent des urgences, nous répondons à des urgences, mais sans avoir une véritable vision globale de notre institution, en tout cas pour notre part. Et donc nous avons souhaité développer, en tout cas trouver une méthode d'évaluation qui nous permette d'avoir cette vision globale pour les collections exposées dans les demeures historiques. Donc à partir de ce constat, Danilo Farleo, dès 2014, a proposé de travailler à ce programme EPICO, qui est en fait European Protocol in Preventive Conservation. Donc, dans un premier temps, nous avons cherché à identifier en littérature et dans les pratiques des professionnels, et notamment dans tout ce vivier de master réalisé, des méthodes qui pourraient nous intéresser pour les demeures historiques. Et dans la mesure où nous n'en avons pas trouvé qui correspondaient exactement à nos attentes, nous essayons d'élaborer une méthode d'évaluation et de suivi des conditions de conservation et de l'état des collections, encore une fois spécifiques aux demeures historiques. Et en effet, les mots-clés de notre méthode sont les suivants. Donc, nous souhaitons quelque chose adapté aux collections exposées dans les demeures historiques. Donc, nous ne traiterons pas des collections en réserve. Et dans les demeures historiques, puisqu'il y a ce lien très privilégié entre le bâtiment et les collections, le fait aussi d'avoir des collections très hétéroclites dans une même pièce, soumises aux mêmes influences, on va y revenir. Nous souhaitons aussi avoir donc une vision globale, et là c'est vraiment un des maîtres mots qui nous a guidés, une approche systémique en permanence, et nous souhaitions réaliser une méthode simple et reproductible pour qu'elle puisse s'appliquer à d'autres institutions, quelle que soit la taille, quel que soit le nombre des collections, et on se rend compte que c'est une véritable difficulté. Et en effet, nous ne perdions jamais de vue l'aspect lien cause-effet, puisque le but est bien de justifier toute préconisation découlant de l'évaluation des causes par les altérations constatées. Ça, c'était quelque chose qui a aussi guidé toutes nos réflexions. Et donc, le but de cette méthode est bien de pouvoir prioriser nos actions après avoir une vision globale de l'état des collections. Donc, nous avons cherché à allier plusieurs aspects très, très différents, mais que nous pensons complémentaires. Donc, une inspection pilote. Donc, quelle méthode statistique? C'est-à-dire que face à de très nombreuses salles, avec de très nombreuses œuvres, souvent très hétérogènes, on s'est posé la question par où commencer. Nous souhaitions aussi que cette méthode intègre un aspect suivi, puisque, on le sait, nous avons tous de très nombreuses données qui nous arrivent de différents intervenants, mais comment les centraliser de manière pertinente pour organiser un suivi de l'état des collections et, encore une fois, obtenir cette vision globale que nous cherchions. Et enfin, nous sommes d'ailleurs particulièrement intéressés cette année à l'aspect d'analyse. Donc, quel traitement des données pour mettre en lumière la relation cause-effet? On s'est aussi penché sur l'aspect statistique des choses. Les risques, on va y revenir largement, les priorités d'action, et tout ça dans le but de communiquer davantage et de manière plus simple aussi pour notre direction. Voilà, donc par rapport au programme EPICO, donc, il a été inauguré fin 2014 et pour 3 ans, grâce au soutien enthousiaste de notre ancienne directrice Béatrix Saul, ancienne élève de Gaëlle de Guichin. Et donc, nous avons, grâce au réseau des résidences royales européennes, qui est une association dont la présidence se situe à Versailles, nous avons rencontré différents partenaires. Donc, le château de Versailles et son centre de recherche pilotent le projet, avec l'aide du palais de Wilanów, qui est un palais de Varsovie, qui regroupe différents ateliers de restauration et des personnels de conservation préventive qui, depuis des années déjà,
voire des décennies, mènent des actions ponctuelles assez intéressantes, en ayant notamment développé un système GIS appelé Marieville, je crois qu'on y reviendra, et avec le centre de conservation et restauration de la Venaria Real. Donc il s'agit la Venaria Real est en fait un château dans la banlieue de Turin et regroupe plusieurs institutions piémontaises et a pour particularité d'être adossé à un centre de conservation et restauration très dynamique en Italie actuellement. Donc la phase 1 en 2015 a consisté à faire un état des lieux des méthodes existantes. Et nous avons concrétisé cet état des lieux par une publication que vous voyez apparaître à l'écran, qui est actuellement sous presse et sera disponible à partir de l'automne. Donc il s'agit en fait d'une analyse critique des méthodes d'évaluation des collections dans les demeures historiques que nous avons recherchées pendant cette année. Et cette publication sera en 4 langues, y compris donc polonais. La phase 2 en 2016. Donc, à l'issue de cette phase 1, avec l'aide de notre comité scientifique, nous avons décidé de retenir quelques méthodes qui s'approchaient de nos objectifs. Et donc, en 2016, nous les avons testées sur 3 sites différents. C'est ce que nous allons vous présenter pour avoir donc des points de comparaison, voir les points forts et les points faibles de ces méthodes à l'aune de nos objectifs, évidemment. Et en la phase 3 actuelle, qui est en fait la concrétisation de notre projet, et donc nous sommes en train de rédiger l'ébauche de la méthode EPICO et la diffusion. Donc en fait, on y reviendra en conclusion. Nous avons élaboré à partir des points forts et des points faibles des méthodes précédemment choisies, une méthode que nous avons testée la semaine dernière à Stupinigi. Voilà. Donc, je ne vais pas évidemment vous rappeler ce que c'est une évaluation. Ça, c'est un extrait de notre cours avec Denis que surtout les anciens élèves du master connaissent très bien. Donc, mais je voulais quand même commencer par la définition que nous connaissons très bien parce que ça m'est semblé important vu que c'est à partir de cette définition que Danilo surtout a lancé ces projets. Donc voilà, le fait qu'on s'est rendu compte sur les terrains qu'effectivement on manquait une vision globale. Donc effectivement c'était à partir d'une prise de conscience de quelque chose qui manquait, qui n'était pas idéal. Et donc comment faire, surtout l'idée c'était qu'avec ces 2 autres institutions on s'est rendu compte qu'on avait des problématiques communes. Voilà, c'est vrai qu'à chaque institution peut correspondre à une méthode précise et absolument unique, mais c'est vrai aussi que les demeures historiques, quelle que soit la taille, ont des problèmes qui se répètent, effectivement, en vue du fait que, comme vous imaginez bien, on n'a pas forcément des objets en vitrine comme dans un musée classique, mais des objets qui dialoguent beaucoup avec le décor, les salles où ils sont exposés. Parfois, on ne peut pas forcément les déplacer s'il y a que des conditions qui ne sont pas parfaitement adaptées à leur bonne conservation. Donc voilà, c'était un peu le pivot de notre réflexion. Je vais feuilleter avec vous comme un album des familles. Donc, pendant notre première année de recherche, on s'est beaucoup penché sur les différentes méthodes dont Sarah vous a donné un aperçu tout à l'heure. Donc, évidemment, la méthode d'évaluation des risques élaborée par Robert Waller. Je vous ai mis la date de 94, mais je suis sûre qu'ils y travaillaient depuis beaucoup plus longtemps. Disons que la première fois qu'elle a présenté, c'était dans le colloque de 94. Il se base sur l'analyse de 10 facteurs de risque. Disons qu'à la base, c'était les 9 facteurs de risque qu'on connaît très bien parce que c'est Stéphane Michalski qui les avait élaborés. En plus, il avait ajouté la dissociation, donc un peu, si vous voulez, la perte d'informations reliée à l'objet. Donc le manque, par exemple, de numéro d'inventaire. Voilà. Le fait que cette perte d'informations peut entraîner effectivement une perte même matérielle de l'objet.
Et chaque facteur de risque est effectivement décliné en 3 niveaux, disons, donc les risques qui ont des effets catastrophiques, les risques qui ont des effets graves mais qui n'arrivent pas forcément, qui arrivent rarement, et les risques qui ont des effets lents et cumulatifs. Donc on a environ une trentaine de risques génériques, donc 10 fois 3, mais potentiellement en nombre illimité de risques spécifiques. Ils ont fait, je cite toujours l'expérience plus, à mon avis, impressionnante d'application de cette méthode, c'est au Muséum d'histoire naturelle de New York, où ils ont dégagé plus de 300 000 risques spécifiques. Voilà. Parce que chaque collection peut avoir ses risques spécifiques, ça c'est tout à fait vrai. Donc voilà. Et très joliment représenté, cette complexité c'est très joliment représenté par Robert Waller, par sa forêt de risques. Donc en fait l'idée c'est qu'on analyse les risques et après on coupe les branches. Donc on fait un peu du jardinage, je ne sais pas comment on dit, pour diminuer les risques analysés. Son concept, c'est la magnitude du risque, donc exactement comme pour l'établement de terre, donc probabilité que le risque advienne, la quantité des objets, des collections affectées, et très important, le loss of value, donc la perte des valeurs qui est associée à cette, à la possibilité effectivement que ces risques adviennent et qui impactent les collections. Cette méthode a été simplifiée par Stéphane Michalski, donc on parlera de méthode ABC. Nous, on l'a prise au master dans la forme de la méthode ABCD, qui à notre avis, effectivement, pour la pédagogie, c'est un peu plus simple à approcher. Les facteurs de risque sont les mêmes. La méthode de Michalski a comme phase préalable une très importante évaluation des valeurs des collections. Donc c'est une étape, Noémie vous expliquera ça dans les détails, très, très compliqués. Et voilà, donc en fait, vous la connaissez peut-être parce qu'avec Florence Bertin, on l'a un peu essayé pendant les masters. Donc on répond à trois questions et après on fait une toute simple somme. Donc c'est au niveau des calculs, c'est très très simple. On va parler d'une méthode très, très intéressante qui a été expérimentée par nos collègues de l'English Heritage dans les cadres d'une grosse campagne d'évaluation qu'ils ont fait sur 120 sites, dont une quarantaine de demeures historiques, mais aussi des dépôts archéologiques dans toute l'Angleterre. Je vous ai mis des formules, voilà, vous inquiétez pas, on va pas rentrer dans le détail des calculs, mais voilà. Donc en 10 minutes, de toute façon, ça pas faisable. L'idée très intéressante de cette méthode, c'est qu'ils ont essayé de croiser les constats d'état classiques et l'évaluation des risques. Donc, et l'astuce, c'était d'avoir une même liste des causes et des risques. Donc en fait, ils ont regroupé un peu les facteurs de risque que nous, en l'occurrence, on appelle cause, et ils ont dégagé cette weighted score, une sorte de moyenne pondérée, disons. C'est pas une moyenne, mais bon, c'est un système de croisement, disons, de deux types d'évaluation. On a voulu tester aussi cet outil de constat. Là, c'est important de dire, c'est pas une méthode véritablement dite, c'est un outil de constat. Donc, imaginez une sorte de FileMaker, mais plus sympa. Testé par cette équipe de conservateurs, restaurateurs en Écosse. Donc, c'est les CAT, qui est très, très user-friendly, mais voilà, qui ne répondait pas forcément à nos attentes, surtout pour le fameux lien cause-effet qui n'est pas forcément mis en valeur. Et après, une méthode qu'on a tirée de nombreuses mémoires de master, donc c'est la méthode qui avait expérimenté pendant son stage à Michel Agnocco-Gunn au château de Chantilly, donc ça nous a un peu interpellés parce que c'était bien appliqué dans un château, qui prévoit une inspection pilote où on choisit des salles qu'on pense être plus problématiques des autres, sur un ensemble des salles assez important. Et voilà, on évalue la gravité et l'étendue des altérations qu'on constate sous les collections, mais surtout, on évalue l'importance des causes. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a beaucoup intéressé. Et donc, on a choisi ces 3 méthodes finalement, donc l'ABCD, parce qu'on a
compris que c'était un peu plus facile à appliquer par rapport au CPRAM de Robert Waller, la méthode d'inspection pilote de Michel Agnuco et la méthode croisée de l'English Heritage. Pour faire tout ça, on a dû évidemment procéder à un zonage. Donc, on a dû choisir la zone des tests sur nos 3 résidences respectives. Donc, ça a été un travail qui nous a beaucoup aidé, surtout pour la mise en place de la méthode sur laquelle on travaille maintenant, parce que c'est vraiment partie très très importante, donc le fait de choisir des salles qui nous semblent représentatives. Et les critères principaux sont les modes d'exposition, donc le fait que ce soit un mode demeure en mode galerie, donc les 2 typologies qu'on a un peu dégagées dans tous nos 3 demeures. L'historique des emplacements, donc le fait que les objets soient effectivement dans cette salle depuis longtemps, donc ils puissent nous donner des infos sur les conditions de conservation, les types de fréquentation, très important, et la possibilité de faire un constat de façon aisée dans des équipes multilingues, qui ne parlaient pas forcément la même langue, donc vous imaginez bien la complexité de l'exercice. Et après, on a décidé de constater, en tout cas, objet par objet, tous les objets qui étaient dans cette zone des tests pour comparer les résultats des tests. Notre fiche des constats, donc c'était pas sûrement la définition de la conservation formative par l'ICOM-CC, mais je vous assure, dégager 18 termes d'altération, ça a été un exercice vraiment pas des styles, mais vraiment on s'est beaucoup confronté avec nos collègues parce que c'est jamais facile. Et on a dégagé aussi une liste des causes, parce que l'idée c'est à chaque altération, je dois pouvoir avancer au moins une hypothèse sur la cause qui est en train de engendrer mon altération sur l'objet. On a donc créé un petit vocabulaire, je tiens à remercier Eleonora Gioventu, qui est une ancienne élève aussi du master, qui était en stage avec nous et qui nous a beaucoup aidé sur cette glossaire des indicateurs d'altération. Donc, essayant de décliner en 4 niveaux de gravité chaque altération, ça aussi c'est un exercice qui a l'air de rien, mais c'est très compliqué, ça a été vraiment long, et sans aide, ça a été encore plus long. Et voilà, donc je laisse Noémie vous expliquer la difficulté de la méthode ABCD, surtout sur un point. Oui, voilà, donc là... Donc très vite, c'est ça, puisqu'on n'a plus trop de temps. La méthode ABCD que nous avons testée, donc d'abord, pour vous dire qu'il y a un très grand travail à faire en amont pour cette méthode. Déjà, il faut s'imprégner de la méthode. Le manuel est assez complexe, bien que assez complet. Et donc, il faut absolument, pour tester cette méthode, avoir avec soi un spécialiste des collections et un spécialiste des bâtiments, puisqu'en permanence, on se pose des questions sur l'historique, le passé des bâtiments. Et aussi, il faut réussir à dégager une échelle des valeurs, ce qui n'est pas évident, ce qui nous a causé beaucoup de discussions. Mais voilà donc celle que nous proposions, donc tout à fait propre à notre institution, mais qu'on peut retrouver. Et là, voilà donc un exemple des scénarios, puisque pour tester la méthode, il faut en permanence imaginer des scénarios. Donc, on vous en a mis 2, des cas réels, l'abrasion due au passage du public, et puis surtout l'explosion à l'attentat qui nous a beaucoup questionné. Et donc, en effet, pour accélérer, voici les résultats des tests. Donc, pour cette méthode ABCD, on a pu dire que les résultats ne nous semblaient pas aberrants. Nous avons été plutôt satisfaits, bien que dans l'ensemble, on ait tous regretté qu'on ne constatait pas assez les œuvres, qu'on n'allait pas assez auprès des œuvres et qu'on restait dans des réflexions assez théoriques, basées sur le passé, mais quand même, c'était assez compliqué. Et en effet, il y a même les scénarios des risques catastrophiques, comme les attentats, qui sont assez difficiles à objectiver. Et pour nous, ça nous a semblé un point négatif de cette méthode. Alors, je vais enchaîner très rapidement avec les résultats des tests. Je suis sûre que vous êtes très très intéressés. Donc, les résultats de l'outil de constat de nos collègues écossais, en fait, c'est un comptage de combien de fois en fait ces causes qu'on a cochées dans notre constat se répètent. Donc c'est un simple comptage, il n'y a pas de calcul particulier derrière. Donc ça nous a pas trop parlé en fait au niveau des résultats, parce que évidemment, en ayant constaté chaque objet, on avait
une idée un peu plus claire. C'était pas comme si on avait procédé par statistique. Voilà, donc on était dans les salles, on connaît les problématiques, donc on avait plus ou moins une idée si les résultats collaient ou pas avec la réalité. Beaucoup plus parlant, effectivement, hein, les résultats de la méthode croisé English Heritage avec voilà, ce weighted score qui fait un peu la moyenne entre ce qu'on a évalué en tant que risque et ce qu'on a évalué en tant que cause en acte. Comme vous voyez, évidemment, ça, on pouvait bien s'y attendre, la manipulation, les accidents dus à la manipulation et les climats en font effectivement un peu l'unanimité dans les résultats. On a aussi les mêmes, plus ou moins les mêmes résultats avec les autres, la méthode de Michel Agnocco, sauf effectivement pour la détérioration intrinsèque, donc tout ce qui est effectivement instabilité propre de l'objet, donc qui n'est pas forcément causé par les conditions de conservation, qui a eu un score beaucoup plus élevé dans ces cas-là. Et voilà, évidemment, dans la méthode English Heritage ayant croisé 3 éléments très importants, donc tout ce qui découle du dépoussiérage, l'entretien, la manipulation et la poussière, évidemment, c'est presque toujours c'est ça qui nous a un peu interpellés aussi sur la bonne réussite de cette méthode. Évidemment, c'est toujours les scores plus élevés parce que vous cochez cette cause beaucoup plus fréquemment que les autres. Donc voilà ce qu'on disait tout à l'heure, donc le fait qu'effectivement les résultats sont plus ou moins cohérents. Évidemment, vous comprenez bien, l'exercice, c'est quand même un exercice qui peut sembler un peu forcé. Donc on compare des choses assez différentes, donc risques potentiels, donc parfois qui ne sont pas du tout un acte, donc sous lesquels on fait du prédictif, et cause d'un acte. Donc là, je vois l'altération qui est en train d'altérer mon objet, donc de l'endommager, et donc je dois au moins essayer, donc c'était ça l'exercice, de comprendre la cause d'un acte. Donc on a fait une évaluation des méthodes d'évaluation que tout à l'heure dans les plans a mis un peu en difficulté Noémie. Donc l'idée c'était justement d'évaluer cette méthode d'évaluation, donc par rapport aussi à nos objectifs. Hein. C'est sûr que c'est pas un jugement par rapport à la bonne réussite de cette méthode en soi, c'est juste que par rapport à ce que nous on cherchait, on a dû les évaluer par rapport à ce que dont nous on avait besoin. Donc le fait que les calculs sont simples à faire, on peut la maîtriser plus ou moins facilement. Donc on a vu les difficultés aussi pour abaisser, c'était pas évident. Le fait que par exemple la méthode d'inspection pilote en fait, se concentre sur des salles qui sont considérées plus problématiques, mais essentiellement plutôt par rapport au climat, donc par exemple la fréquentation du public n'était pas trop prise en compte, donc vous voyez comment effectivement la méthode English Heritage s'avère la plus simple, même au niveau des calculs c'est très très simple, mais voilà, il y avait toujours quelque chose, même si voilà, vous voyez une belle colonne verte, on a eu quand même quelques doutes par rapport à son efficacité et surtout les temps. Comme vous savez, une des raisons de notre recherche, c'était aussi essayer de trouver une méthode qui nous fait gagner du temps, donc tout en gardant une vision globale. Donc évidemment, la plus rapide aussi à maîtriser, parce qu'on a pris en compte tout ce qu'il faut préparer en amont, tout ce qu'il faut faire pour les constats, donc pour mettre en place les outils de constat, etc., pour les calculs et pour les rendus de résultats, parce que ça aussi c'est important. Donc comment communiquer à notre direction les résultats de notre évaluation. Ça doit être simple, ça doit être clair, ça doit communiquer facilement. Évidemment, c'est sûr que faire un constat objet par objet, c'est beaucoup plus chronophage. On pouvait bien l'imaginer. Sûrement, ABCD, c'est très très rapide au niveau des calculs, parce qu'il faut juste faire une somme et après faire un classement. Mais tous les travaux qu'il y a en amont, c'est conséquent. Donc effectivement, finalement, la méthode d'inspection pilote, qui prévoit une inspection pilote, donc qui nous fait concentrer sur certaines salles ou certains objets, c'est évidemment la meilleure, parce que nous fait gagner du temps. L'idée, c'est tous les travaux en amont. Il ne faut pas non plus que les travaux en amont pour dégager cet objet témoin ou cette salle témoin, c'est trop chronophage. Donc, je laisse terminer. Désolée, on a vraiment... C'est la dernière. Voilà.
Non, juste en conclusion, donc, en 2017, donc, la semaine dernière, nous avons testé la méthode EPICO au palais de chasse de Stupinigi et nous présenterons les résultats lors du colloque international qui va se tenir à Versailles 29-30 novembre, 1er décembre, où nous espérons vous voir nombreux. Et donc c'est un colloque consacré à la conservation préventive dans les demeures historiques, méthodologie d'évaluation et application. Voilà. Venez nombreux.